Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Vorat sur Radio IDFM 98 ou idfm98.fr avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, jeudi 10 juin, nous vous présentons ce matin le numéro 12 de notre nouvelle émission Décryptons le monde avec notre chroniqueur géopolitique préféré, Gérard Vespierre. Il nous apporte son regard différent sur les affaires internationales, auquel s'ajoute un ton très pédagogique. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Dans cette première partie d'émission, vous nous proposez d'analyser et de comparer 3 situations et scrutins électoraux en Syrie, en Algérie et en Iran. Vous nous proposez un titre « Syrie, Algérie, Iran, élections volées ». Pourtant, ces élections ont ou vont toutes avoir lieu. Donc, quelle est votre analyse ? Effectivement, Jacqueline, vous avez raison. Elles vont avoir lieu ou elles ont déjà eu lieu pour l'élection syrienne. Donc, de ce point de vue-là, elles sont pas volées puisqu'elles vont ou avoir lieu ou ont déjà eu lieu. Mais, dans leur processus même, il y a un profond détournement. Et donc, je crois que c'est cela qu'il faut mettre sous les projecteurs, car ces élections ne sont ni libres, ni démocratiques, ni sincères. Donc, ni libre dans la mesure où les candidats qui souhaitent se présenter soit aux élections présidentielles, soit aux élections législatives selon les pays et les circonstances ne peuvent pas le faire. Donc, ce n'est pas démocratique puisqu'il y a en plus une répression et une atteinte à la liberté de communication et d'expression, et ni sincère dans la mesure où il y a des fraudes systématiques dans ces pays. Donc, à un moment, il faut dire les choses. Donc, ce qui s'est passé en Syrie, ce qui se passera en Algérie et en Iran n'est ni libre, ni démocratique, ni sincère. Et donc, les voix qui le jugent nécessaire, eh bien, doivent s'exprimer. Puisque le scrutin présidentiel syrien s'est déjà déroulé, peut-être pouvons-nous l'aborder en tout premier. Vous pointez du doigt les problèmes de préparatifs et d'esprit du scrutin. Que pouvez-vous nous dire de l'élection présidentielle syrienne de ce point de vue ? Eh bien, en Syrie, il y a pas moins de 5 problèmes, ou il y a eu pas moins de 5 problèmes. Donc, premièrement, celui de la géographie électorale, puisque le président Bachar el-Assad et le pouvoir de son administration ne s'expriment pas sur la totalité du territoire syrien, n'est-ce pas ? Vous avez des zones qui sont occupées par la Turquie, vous avez des zones où l'armée américaine est présente avec donc dans tout l'est les forces démocratiques syriennes autour des militaires, des forces militaires kurdes. Donc vous avez grosso modo un grand tiers du pays qui n'est pas impliqué par le scrutin électoral. Donc voilà, c'est absolument invraisemblable. Deuxièmement, vous avez des millions de personnes déplacées à l'intérieur même de la Syrie, qui ont fui les zones de combat, donc qui ne pourront pas voter puisqu'ils ne seront pas de retour à leur domicile. Et deuxièmement, donc petit b sur les populations déplacées, eh bien vous avez celles qui sont parties à l'étranger, donc qui ne pourront pas aussi intervenir. Troisièmement, le problème, donc après la géographie, les réfugiés, les candidatures, puisque les candidatures ne sont pas libres. Ce sont des amis du pouvoir qui se présentent contre le pouvoir pour faire nombre et fausse démocratie. Donc voilà, il y a donc un problème de candidature. Enfin, la légitimité du président sortant. Comment un président, après avoir infligé à son pays 400 000 morts, des millions de déplacés, des millions de réfugiés, ose-t-il encore se présenter ? Et comment peut-il encore se présenter ? Donc, si ce n'est grâce à la présence des soldats russes.
Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Donc, in fine, donc le problème de la fiabilité du résultat, quand on voit un président donc avec l'ensemble des limites que l'on vient de présenter élu à 95,1%, on éclate de rire. On peut se dire effectivement, il est en ballottage favorable pour le deuxième tour, parce qu'à un moment, trop c'est trop. Bon. Donc il faut dire que cette volonté de donner une priorité à la forme, en disant voilà, je suis élu, j'ai 95%, et on ignore le fond. Mais un jour, le fond se venge. Après cette analyse sur la situation politique syrienne, pouvons-nous maintenant tourner notre regard vers l'Algérie ? Ce scrutin législatif aura lieu dans 48 heures. Comment, Gérard, pouvez-vous nous décrire la situation politique et électorale algérienne ? La situation politique a vraiment évolué depuis maintenant 2 ans, depuis le février 2019, où est né le mouvement, le fameux Irak. Et donc ce mouvement a eu un résultat impressionnant puisqu'il a finalement empêché le président sortant en place de briguer un 5e mandat. Le président Bouteflika donc a pas pu se présenter et donc a démissionné. Donc on est effectivement dans la mise en place de ce que, outre Méditerranée, on appelle le dégagisme, et donc dégager le président en place, dégager les structures centralisées du pouvoir et ouvrir le pays à la démocratie et à une économie plus libérale. Donc on a effectivement une situation qui est bloquée parce que le pouvoir politique en Algérie est exercé par les forces de sécurité, le complexe militaro-industriel, et cela depuis la naissance de l'État algérien. Et donc qui est un décalcomanie du système soviétique. Il faut pas avoir peur des mots. On a en Algérie la même concentration économique, une économie d'État. L'énergie, le pétrole et le gaz sont la propriété de sociétés d'État. Donc il y a vraiment une symbiose entre pouvoir politique, armée et ressources du pays, ce qui crée cet immobilisme de la société, d'où le mouvement du Irak. Donc on est à un tournant vraiment dans la situation actuelle parce qu'il y a un détournement de la population des scrutins. Elle n'a pas participé à simplement 15-20% maximum aux dernières présidentielles. Merci pour ce descriptif de la situation algérienne dont nous comprenons mieux maintenant, par les racines que vous avez décrites, les contours actuels. Dans ce triptyque, il reste maintenant à se pencher sur les élections présidentielles iraniennes. Comment voyez-vous la situation en Iran, tant électorale que globale ? Alors, c'est la situation la plus importante parce que l'Iran est un pays géographiquement plaque tournante du Moyen-Orient. Deuxièmement, c'est un pays de 81 millions d'habitants. Troisièmement, c'est lui qui, depuis 1979, a créé un déséquilibre total dans la région, puisque au nom de la différence chiite, donc en utilisant d'un point de vue politique sa différence religieuse, il a établi donc une mainmise sur les minorités chiites au Liban, avec la Syrie aussi un appui total à la minorité alaouite au pouvoir avec Bachar el-Assad, et troisièmement avec une présence exceptionnelle en Irak. Donc toute évolution importante en Iran se reflète dans la situation régionale. Donc c'est ce point de vue-là, pour lequel donc tout scrutin est à regarder de façon particulièrement précise et particulièrement attentive. Gérard, de cette triple analyse de situations électorales et politiques différentes entre la Syrie, l'Algérie et l'Iran, pouvez-vous cependant discerner des points communs, des tendances communes ?
Alors oui, effectivement, on peut voir des dynamiques qui sont convergentes. Donc la marginalisation brutale des oppositions politiques. On vient d'évoquer l'Iran, donc il y a à l'élection présidentielle 700 candidats qui se sont présentés, n'est-ce pas? Donc il y en a eu 7 d'acceptés, et le vice-président actuel a même été refusé. Bon. Donc on est dans des situations complètement ubuesques, donc marginalisation, suppression même des oppositions, on pourrait dire. Donc en Iran, c'est la même chose. En Algérie, vous avez donc une opposition qui est une opposition liée au pouvoir. Et on a décrit la même situation en Syrie, où le candidat contre Bachar el-Assad finalement était un candidat accepté par le pouvoir. Donc on a ce fil rouge entre les trois pays d'une marginalisation radicale des oppositions politiques. Donc cette absence finalement de dialogue, de respiration démocratique est bien créée année après année, et malheureusement décennie après décennie, un éloignement entre le pouvoir et le peuple. Et donc ça se traduit dans les scrutins qui ont toujours existé et qui existent toujours par une diminution des taux de participation. On arrive à des taux de participation de 15-20%. Donc c'est une situation ou des situations identiques dans les trois pays que l'on regarde ensemble ce matin, situation qui est porteuse de difficultés à court et moyen terme. Parce qu'un tel divorce entre un pouvoir et les forces vives de ces pays, eh bien, ne peut pas se perpétuer très 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 longtemps. Et donc c'est pour ça que ces élections sont volées, parce que il y a finalement un pouvoir qui existe mais qui ne repose sur que un sixième ou un cinquième de la population, et vous avez des oppositions qui n'ont pas pu s'exprimer. Donc on a trois pays illibéraux qu'on commence maintenant à les appeler. Il n'y a pas de dictature, puisqu'il y a encore ces élections déguisées, des simulacres d'élections, mais avec un dispositif qui oblige à dire que ce sont des élections volées. Devant ces élections volées, comme vous les nommez très justement, et une telle mauvaise pratique d'une pseudo-démocratie, comment les démocraties, justement, devraient, selon vous, réagir ? Bien, pour le moment, elles réagissent que très faiblement, parce que, bien sûr, la diplomatie est une chose délicate à manier, et donc de rentrer en conflit diplomatique avec des voisins ou des presque voisins, c'est pas quelque chose de facile à faire. Mais il y a un grand changement qui s'est produit depuis quelques tout petits mois, c'est le changement de gouvernance aux États-Unis. Et donc, on a un retour, je ne dirais pas en force, mais un retour naturel de la position américaine en faveur de la démocratie, qui avait été très fortement écornée par la précédente administration, en tout cas par l'image et le comportement du président précédent. Et ce fait-là, du retour du leadership américain, apporte vraiment une possibilité que l'on voit de convergence entre l'Europe, les États-Unis, Londres, et donc de la création d'un front commun qui petit à petit prend corps vis-à-vis de ces régimes illibéraux. Et il est même question, alors je ne sais pas si ça aura lieu, mais ça a déjà été évoqué, d'une conférence internationale, des démocraties vis-à-vis des régimes illibéraux. Donc on pourrait y rajouter bien sûr d'autres pays que ceux que l'on vient de citer, la Russie, la Chine, point d'interrogation autour du comportement turc. Voilà, mais vous avez vraiment cette vision nouvelle qui va
probablement s'installer dans les prochains mois, les prochaines années, des démocraties contre les régimes illibéraux. Merci Gérard, une nouvelle fois pour cette vision prospective et comme souvent positive, malgré la douleur des populations ayant à affronter ces régimes dits illibéraux, comme vous les appelez. C'est le moment de faire une pause avant de découvrir la suite de ce Décryptons le monde.